Bonsoir les élèves, aujourd'hui je vais terminer cette leçon, noyau, masse et énergie. Alors la dernière fois, lorsqu'on a analysé la courbe d'Aston, on a déduit que les noyaux stables, leur énergie de liaison par nucléon est supérieure à 8 MeV par nucléon. Les noyaux non stables ont une faible énergie de liaison par nucléon. Et ces noyaux, donc, auront tendance à augmenter leur énergie de liaison par nucléon pour descendre dans la zone de stabilité. Pour les noyaux légers, on a dit qu'ils vont subir une transformation nucléaire appelée fusion nucléaire. Tandis que pour les noyaux lourds, ils vont subir, ou bien ils peuvent subir, une transformation nucléaire appelée fission. Et ces deux transformations ne peuvent se dérouler que si des conditions sont réalisées. Ça veut dire que ces transformations nucléaires ne sont plus spontanées et ne sont plus naturelles. On dit qu'ils sont des transformations provoquées. Alors, on va donc parler de ces deux transformations nucléaires, fusion et fission nucléaire. On va commencer par la fission nucléaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la fission nucléaire? La fission nucléaire, c'est quoi? C'est si on a un noyau lourd, et on le bombarde avec un neutron, ça veut dire on le heurte avec un neutron. Bien sûr, ce neutron arrive avec une vitesse cinétique. Donc, lorsqu'il y a choc entre le neutron et ce noyau lourd, alors ce noyau se divise en deux noyaux, le noyau X1 et le noyau X2, et ces deux noyaux sont légers, X1 et X2, plus des particules. Donc, la définition de la fission nucléaire, alors fission nucléaire, définition, c'est quoi? Alors, la fission nucléaire est la partition d'un noyau lourd, en deux noyaux légers. Sous l'impact d'un neutron. Sous l'impact d'un neutron. Alors, avant que je donne un exemple, alors vous allez peut-être vous demander pourquoi on utilise, pour réaliser cette transformation nucléaire, un neutron et non pas un proton. Bon, pourquoi? Parce que le noyau, c'est une particule chargée positivement. Le proton, lui aussi, est chargé positivement. Donc, si un proton arrive ou bien s'approche du noyau, s'il n'a pas une grande énergie cinétique, il ne pourra pas entrer en choc avec le proton et il se dit, sa trajectoire dévie d'après la force répulsive qui s'exerce entre le proton et le noyau. Donc, pour favoriser ce choc, ça veut dire que le proton entre en contact avec le noyau, on doit vaincre la force électrostatique qui s'exerce entre le proton et le neutron. Et le noyau. Donc, pour vaincre ces forces répulsives, ce proton doit posséder une très grande énergie cinétique. Or, les dispositifs qu'on utilise pour accélérer les particules, tels que le cyclotron qu'on va étudier avec les élèves sciences mathématiques en deuxième semestre, en mécanique, alors ces cyclotrons, ce sont des appareils qui accélèrent les particules chargées en exerçant ou bien en créant, ou bien à l'aide d'un champ électrique et un champ magnétique. Alors ce
ces dispositifs ne peuvent pas, fournir aux protons l'énergie nécessaire pour qu'ils puissent vaincre la force répulsive électrostatique. Donc on doit utiliser d'autres procédés, on va les voir après. Tandis que le neutron, qui n'est pas chargé positivement, donc lorsqu'il arrive près du noyau, ça veut dire si sa trajectoire le mène vers le noyau, donc puisque le neutron est non chargé, alors il va pénétrer ou bien entrer en choc avec le noyau pour fissurer ce noyau. Alors, pour les neutrons, donc comment on les accélère? Ça veut dire comment on fait pour qu'ils possèdent l'énergie cinétique suffisante pour entrer en choc avec le neutron. Alors, on les accélère à l'aide de la température, ou bien à l'aide de l'énergie thermique. Ça veut dire on augmente la température des neutrons, et le neutron acquiert ou bien transforme l'énergie thermique en énergie cinétique. Et l'énergie cinétique demandée n'est pas une énergie énorme, parce que les neutrons, expérimentalement, les physiciens ont trouvé que seuls les neutrons qui ont une faible énergie cinétique peuvent heurter le noyau et provoquer sa fission. Et la vitesse du neutron donc est de l'ordre de, ça veut dire la vitesse avec laquelle le neutron heurte le noyau pour favoriser la fission du noyau, est de l'ordre de 2 km par seconde. Donc à l'échelle des particules, cette vitesse elle est très faible. Donc c'est pour cela que ces neutrons, on les appelle neutrons longs, ou neutrons thermiques. Parce qu'on ne peut pas accélérer les neutrons à l'aide d'un cyclotron, puisqu'ils ne sont pas chargés. Les cyclotrons accélèrent seulement les particules chargées électriquement. Donc, je vais vous donner un exemple de cette fission. Il y a plusieurs exemples. Alors, donc, on va prendre comme noyau l'uranium 235, 92, plus N01. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ça dépend des conditions expérimentales, surtout l'énergie du neutron. On pourra avoir, par exemple, les noyaux légers qui sont produits, par exemple SR, alors 94-38, plus XE 139 93 plus 3 neutrons. Voilà comme exemple. Donc je dois noter que les noyaux qui peuvent subir la fission nucléaire se trouvent en très petit nombre, tels que l'uranium 235, l'uranium 233, le plutonium, donc plutonium 239. Voilà. Alors ces noyaux-là sont appelés noyaux fissiles. Noyaux fissiles. OK? Bon. Alors nous, cette fission, en pratique, on l'utilise pour produire de l'énergie. Initialement, donc, on heurte ce noyau
avec un neutron. Ok? Et du coup, on obtient 3 neutrons. Ces 3 neutrons, à leur tour, vont heurter 3 noyaux d'uranium. Et les 3 noyaux d'uranium donc, vont se fissurer et émettent ou bien produisent 9 neutrons. Et les 9 neutrons vont heurter à leur tour d'autres noyaux et ainsi de suite. Alors là, on parle d'une réaction en chaîne. Réaction en chaîne. Bon, maintenant je vais parler des noyaux fertiles et les noyaux fissiles. Alors, j'ai dit que les noyaux fissiles, ce sont les noyaux qui peuvent subir la fission nucléaire. Ok, donc noyaux fissiles peuvent subir quoi? La fission nucléaire. Les noyaux fertiles, alors ce sont des noyaux qui peuvent donner des noyaux fissiles. Ok, donc les noyaux fertiles peuvent donner des noyaux fissiles. Ok, fissiles. Alors prenons l'exemple de l'uranium. Alors l'uranium naturel, ok, ça veut dire si on a un échantillon d'uranium extrait de la nature, il est constitué essentiellement de l'uranium U-238. Avec un pourcentage qui dépasse 90%, donc supérieur à 90%. Tandis que l'uranium U-235 se trouve dans ces minerais avec un pourcentage de 0,7%. Donc, si on utilise directement l'uranium naturel, ok, donc on ne peut pas avoir l'énergie suffisante demandée, soit dans les réacteurs nucléaires ou bien dans les bombes atomiques ou bien les armes nucléaires. Alors c'est pourquoi qu'on procède par enrichissement de l'uranium. Alors l'enrichissement de l'uranium, c'est une opération qui a pour but, l'augmentation de quoi? De la teneur de l'uranium fissile 235. Alors pour les centrales ou bien les réacteurs nucléaires, la teneur en uranium 235 dans l'uranium utilisé est comprise entre 20% et 2%. Tandis que les armes nucléaires, alors cette teneur doit être grande et doit être comprise entre 90% et 20%. Petit de fusion nucléaire. Donc la fusion, ok, بالعربية c'est l'indimage. Donc c'est la fusion de deux noyaux ou bien plusieurs noyaux légers pour donner
un noyau moins léger qui pourra être dans la zone de stabilité. Sinon, le noyau obtenu à son tour va se fusionner pour donner des noyaux qui se trouvent dans la zone de stabilité. Donc, définition. La fusion nucléaire, c'est quoi? Donc, est la fusion des noyaux légers pour se transformer en noyaux moins légers. Alors, je n'ai pas voulu dire lourd, parce que lourd concerne les noyaux qui ont un nombre de nucléons supérieur à 200. Donc, cette réaction, c'est une réaction aussi provoquée. Ça veut dire que ce n'est pas une réaction naturelle. Ok? Bon, je vais donner un exemple. Je dois noter que cette réaction nucléaire, c'est la source d'énergie dans les étoiles. Okay, ça veut dire que au sein des étoiles, il se déroule la fusion nucléaire pour que les étoiles produisent l'énergie, telle que le Soleil. Okay. Donc, exemple, alors, par exemple, dans le Soleil, il y a plusieurs fusions qui se déroulent, parmi eux, la fusion des noyaux d'hydrogène. Okay. Alors là, on a 4 noyaux d'hydrogène qui se fusionnent, okay, pour se transformer en un noyau d'hélium He4,2, okay, plus, donc je dois respecter les lois de Soldi. Là, j'ai 4 protons, okay, là, j'ai 2. Donc, cette fusion s'accompagne de la production des particules bêta+, ça veut dire E1, 0, et là, je dois multiplier par 2 pour que les lois de Soldi soient vérifiées. Donc là, j'ai 4 noyaux d'hydrogène qui sont tous chargés positivement. Alors donc, pour favoriser leur fusion, on doit vaincre les forces électrostatiques répulsives qui s'exercent entre chaque noyau et les autres. Donc, pour vaincre ces forces, ces noyaux doivent avoir une énergie cinétique très très grande. Et cette énergie cinétique est produite par la transformation de l'énergie thermique. Ça veut dire que la température doit être élevée. Et cette transformation se déroule à une température T qui est égale à 15 fois 10 à la puissance 6 Kelvin. Donc c'est une température énorme. Donc comme autre exemple, alors donc là il y a formation d'hélium. Alors à son tour, cet hélium subit la fusion, ok, pour donner le carbone 12. Okay. Donc ici, on a He4,2. Okay. Donc, ces 4 noyaux, ces noyaux fusionnent. Donc, on a ici besoin. Donc, tout d'abord, je vais écrire la formule du ou bien le symbole du noyau de carbone 12. Alors là, on a 12, 6. Okay. Alors là, ici, j'ai 12. Donc, je dois multiplier ici par 3. Donc, ces 3 noyaux d'hélium fusionnent pour donner le carbone C12,6. Okay. Donc la température ici, T, égale à 10 à la puissance 8 Kelvin. Okay. Et pour obtenir d'autres noyaux qui sont lourds, okay, donc la température doit être grande. Ça veut dire que, en résumé,
ces transformations nucléaires qui sont les fusions se déroulent à des températures très élevées, de l'ordre de 10 à la puissance 8 Kelvin. Okay. Si je prends cet exemple, alors vous voyez ici que la fusion de l'hydrogène produit l'hélium. Alors l'hélium, c'est un élément stable qui n'est pas radioactif, okay. Et les particules bêta, okay. Donc ces particules, bien sûr, on peut les stopper et empêcher leur propagation dans l'air. Par contre, les transformations de fission, okay, produisent, alors fission, elles produisent des noyaux qui sont radioactifs, okay, donc produisent des noyaux radioactifs. Alors là, ils causent un problème. C'est quoi le problème? C'est comment se débarrasser de ces noyaux radioactifs qui sont appelés des déchets nucléaires. Alors, on sait que ces noyaux radioactifs ont un impact négatif sur la nature ou bien sur l'environnement. Donc, ces déchets sont enterrés sous terre et leur durée de vie est très grande. Alors c'est pourquoi qu'on qualifie la fusion nucléaire comme des réactions ou bien comme des procédés de production de l'énergie électrique, l'énergie verte. Ça veut dire qu'il ne pollue pas la nature. Alors, donc là, on n'a pas des déchets nucléaires. Pourquoi? Parce que l'hélium, c'est pas radioactif. Même si on le laisse s'échapper dans l'air, il ne va pas causer soit l'effet de serre ou bien des pollutions radioactives. Donc, grand 4, bilan énergétique, d'une réaction nucléaire. Bon, premièrement, bilan de masse et d'énergie. Alors, considérons la réaction nucléaire qui a ou bien représentée par l'équation suivante. Alors, on a deux noyaux, donc X1 A1 Z1 plus X2 A2 Z2. Alors, les noyaux produits sont X3 A3 Z3 plus X4 A4 Z4. Alors tout d'abord, les lois du solide doivent être vérifiées. Ça veut dire que A1 plus A2 égale à A3 plus A4 et Z1 plus Z2 égale à Z3 plus Z4. Bon, avant la réaction, ça veut dire avant le déroulement de la réaction. Bilan de masse. Pardon, ça veut dire la masse initiale. Ok. Donc je vais noter par MI égale. Alors égale à donc, la masse du noyau X1 plus la masse du noyau X2. Alors MX1 plus MX2.
Et l'énergie initiale, donc c'est l'énergie de masse, en supposant que ces noyaux sont immobiles. Donc égal à MI, C au carré. Après la réaction. Donc, la masse finale égale à mx3 plus mx4. Et l'énergie finale égale à m finale c au carré. OK? Donc, bilan énergétique ou bien d'énergie. Alors, delta E, c'est quoi? C'est la variation de l'énergie entre l'état final et l'état initial. Donc, égal à E final moins E initial. Donc, égal à M final moins M initial facteur de C au carré. Alors, pour les transformations nucléaires, la fission et la fusion, delta E est toujours négatif. Donc, pour la fission et la fusion, delta E est toujours négatif. Dans ce cas, ces deux réactions sont appelées réactions exo-énergétiques. Donc, réaction exo-énergétique. Toutefois, si on a delta E est positif, dans ce cas, la réaction est endothermique, ça veut dire qu'il absorbe de l'énergie. Okay? Tandis que ces deux réactions fournissent ou bien libèrent de l'énergie. Bon, on peut montrer facilement que delta E égale à l'énergie de liaison du noyau X1 plus l'énergie de liaison du noyau X2 moins énergie de liaison X3 moins énergie de liaison X4. Alors vous pouvez la montrer facilement. Donc en écrivant l'expression de l'énergie de liaison X1 qui est égale à la masse des nucléons que forme le noyau X1 moins la masse du noyau X1 fois C au carré. Et en tenant compte du fait que les lois de Soddy, ça veut dire A1 plus A2 égale à A3 plus A4 et Z1 plus Z2 égale à Z3 plus Z4, et on trouve facilement que delta E, ça veut dire M final moins M initial C au carré égale à l'énergie de liaison, égale à cette formule, tout simplement. Bon, la dernière partie, alors on va représenter le bilan énergétique dans le diagramme d'énergie. Le diagramme d'énergie est tout, c'est très simple. Il faut juste comprendre les différentes énergies mises en jeu. Alors là, diagramme d'énergie d'une réaction nucléaire. Alors donc, je vais réécrire de nouveau l'équation de la réaction nucléaire. Donc, on a le noyau X1 A1 Z1 plus le noyau X2 A2 Z2 donne le noyau X3 A3 Z3 plus A4
Z4, X4. Alors donc, pour représenter le diagramme d'énergie, je dois tracer l'axe de l'énergie qui est vertical. Voilà. E. Bien sûr, en MEV. Et là, je représente 3 états d'énergie, ou bien 3 états énergétiques. Le premier état énergétique, c'est l'état énergétique des nucléons qui sont séparés et isolés. Ça veut dire les nucléons qui forment soit ces noyaux-là, ou bien ces noyaux-là, parce que le nombre de nucléons ne change plus entre ces deux états. Okay. Alors, l'énergie, ou bien l'état énergétique des nucléons est la plus grande. Donc, il se trouve en haut. Alors là, je vais la noter par E1. Et je trace une ligne horizontale. Et ici, j'ai donc combien de neutrons? Alors, donc, les neutrons, c'est A1 moins Z1 neutrons. A1 moins Z1 neutrons. Plus, ok, donc, A1 plus A2 moins Z1 moins Z2 neutrons plus nombre de protons, donc Z1 plus Z2 protons. Voilà le premier état. Alors si je veux calculer cet état énergétique, tout simplement, n'est que l'énergie de masse, ça veut dire égal à A1 plus A2 moins Z1 moins Z2 fois la masse du neutron plus Z1 plus Z2 fois la masse du proton, le tout c'est au carré. Donc c'est l'énergie de masse des nucléons. Donc énergie de masse de nucléons. En supposant bien sûr que ces nucléons sont immobiles, ils sont isolés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction entre les différents nucléons. Sinon, je dois tenir compte de l'énergie cinétique que je dois ajouter ici et l'énergie soi-disant potentielle, l'énergie d'interaction de ces nucléons. Alors là, on suppose toujours que ces nucléons sont immobiles, ils sont isolés, pour que cet état énergétique est représenté uniquement par l'énergie de masse. La deuxième étape, alors puisque c'est une réaction soit de fission ou bien de fusion, donc l'énergie de masse de ces deux noyaux, ça veut dire l'état où se trouve, énergétique où se trouvent ces deux noyaux, qui sont aussi supposés immobiles et isolés. Alors là, donc j'ai le noyau X1 plus le noyau X2. Et l'énergie, je vais la noter par E2, donc égale, bien sûr, à l'énergie de masse mx1 plus mx2 facteur de C au carré. Donc c'est l'énergie de masse. Je peux la calculer, bien sûr, en sachant seulement la masse du noyau X1 et la masse du noyau X2 qu'on vous donne, ou bien vous le trouvez comme donné dans les exercices. Bon, la troisième étape, qui a la plus basse énergie, c'est l'état énergétique des noyaux X3 et X4. Alors là, j'écris X3 et X4, ok, plus. Donc cet état d'énergie, je vais l'appeler E3, et son énergie de masse, c'est mx3 plus mx4 fois C au carré. Donc c'est E3. Ok? Alors, pour passer de cet état à cet état, ok, je dois fournir aux deux noyaux, X3 et X4, pour les transformer, ou bien pour les dissocier en ces nucléons, je dois les fournir quoi? Je dois les fournir l'énergie de liaison du noyau X3 et l'énergie de liaison X4. Ok? Ça veut dire que pour
passer de l'état E3 à l'état E1, donc je dois ajouter à E3 quoi? L'énergie de liaison, ok, EL de X4, plus l'énergie de liaison EL de X3. Même chose, donc pour passer de l'état où se trouvent les noyaux X1 et X2, ça veut dire l'état énergétique des noyaux X1 et X2, qui sont immobiles et isolés, alors je dois les fournir une énergie de liaison du noyau ELX, donc 1, plus ELX2. Ok, ça veut dire que E1 égale à E2 plus ELX2 plus ELX3. Et pour donc partir de l'état énergétique d'énergie E3 à l'état énergétique E2, ok, là, alors je dois ajouter la différence d'énergie E3, E2 moins 3. Ça veut dire moins delta E. Moins delta E. Ok, ça veut dire que E2 égale à E3 moins delta E, puisque delta E elle est négative. Ça veut dire que cette transformation chimique libère de l'énergie. Ok? Tandis que si je veux partir de X1, X2 et me trouver dans l'état énergétique des noyaux X3, X4, ok? Donc je dois ajouter delta E qui est négative. Ok, donc voilà l'énergie, le bilan énergétique. Alors ici, delta E, c'est quoi? C'est E3 moins E4. Pardon, oui, E3 moins E2. Pardon, E3 moins E2. Donc cette énergie libérée, ok, donc se transforme tout simplement en quoi? En énergie cinétique. Et c'est cette énergie cinétique qu'on utilise dans les réacteurs nucléaires de production d'énergie thermique, de l'énergie électrique pour chauffer l'eau, okay, et le porter en vapeur pour qu'il puisse tourner ou bien faire tourner les turbines.